L'État d'Israël finalement se retrouve pris au piège d'une certaine manière. Oui, pas seulement sur le plan nucléaire, aussi des missiles, parce qu'on ne parle pas d'arrêter la construction de nouvelles bases de missiles et surtout une aide chinoise, par exemple, pour produire, on dit de 20 000 missiles, ce qui est un danger aussi grand que le nucléaire. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Eli Carmon. Eli, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INSS, l'Institut Reichmann, également spécialiste, on va dire, du dossier de la lutte antiterroriste. Avec vous, je voudrais que l'on revienne sur les derniers développements parce que les choses ont changé en 48 heures. On pensait que les Américains, après l'agression iranienne contre les Émirats arabes unis, allaient durcir le ton et c'est exactement le contraire qui s'est produit. Vous pensez, la main sur le cœur, Eli, qu'on va vers un accord ou c'est encore une manœuvre de diversion de la part de Donald Trump ? Non, j'ai l'impression que le président Trump n'a pas le choix. C'est-à-dire, sur le plan politique interne américain, il est très affaibli. Il a plusieurs mois avant les élections en novembre. Et donc, c'est cela qui influe sur ses décisions. Et aussi la crise pétrolière globale. Et à mon avis, je suis complètement déçu. Je vois cet accord, si vraiment ce sera l'accord final, ou l'accord principal sur les 14 points, c'est un désastre stratégique. Alors, c'est un stratégique pour un président qui a quitté le plan, l'accord du président Obama en 2018. Donc, il est responsable pour tout ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque, il y avait seulement de l'uranium enrichi pour une bombe. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'uranium pour 11 bombes au moins. Et en plus, sur le plan, je crois, psychologique, le fait que les leaders, les dirigeants de garde révolutionnaire ont mis le président dans cette situation. Chaque semaine, pratiquement chaque 2 jours, il a changé de tactique et de tentative de changer la situation. Et on voit par exemple que la décision disons, la liberté de navigation qu'il avait décidé il y a 2 ou 3 jours, même l'Arabie saoudite contraire s'est opposée et cela est fini par un fiasco. Et du point de vue psychologique, tant dans l'Iran même, mais aussi dans la région, après que on a vu la faiblesse de tous les pays du Golfe qui n'ont pas répondu à tous les attaques très agressives de l'Iran, les États-Unis n'ont pas donné vraiment une vraie défense anti-aérienne, anti-missile, et même on dit que les dommages aux bases militaires américaines dans la région sont beaucoup plus importantes que celles que l'administration Trump a présentées. Alors effectivement, il y a une forme de déception, mais pourtant, on avait le sentiment qu'en imposant le blocus des ports iraniens, les Américains tenaient le bon bout, c'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité, ils avaient un véritable levier de pression économique, puisque l'Iran perdait, selon les estimations, quelques 500 millions de dollars par jour. Si on prolonge ce blocage pendant encore quelques semaines, eh bien, l'économie iranienne, elle s'effondrera. Et soit on va dire, la population descendra dans les rues, soit en tout cas le régime lui-même ne sera plus le même. C'est pourquoi finalement on n'est pas allé jusqu'au bout de cette démarche. C'est wishful thinking, c'est-à-dire ils avaient espéré de réussir, mais on voit que les bateaux n'ont pas, c'est-à-dire les compagnies maritimes n'ont pas décidé d'utiliser cette défense américaine qui était aussi très faible. Même les navires de guerre ont été attaqués par les petits bateaux iraniens et on a arrêté justement cette stratégie parce que ça ne marche pas. Et je crois que le régime à Téhéran est prêt à toutes les, à détruire l'économie du pays pour résister et continuer à garder le pouvoir. Et donc, le fait que chaque semaine, il y a une autre tentative de stratégie dans une situation où les pressions externes et internes sont énormes, combien de temps, même maintenant, c'est-à-dire si on accepte ce plan, c'est un memorandum d'understanding, c'est pas un plan, c'est-à-dire il faut discuter les détails. Chaque 30 jours, il y a un changement. C'est pendant les premiers 30 jours,
les Iraniens vont négocier, par exemple, arrêter l'enrichissement pour 15 ans. Ils avaient proposé 10 ans, ensuite ils proposeront 12 ans ou 13 ans, Oui. et donc cela prendra beaucoup de temps. On arrivera au moment dans 30 ou 60 jours où la force militaire navale est déjà épuisée, je crois, dans la région, après tellement de jours sans activité. Il y a le Congrès et le Sénat qui vont arrêter la guerre parce qu'ils ont passé les 60 jours, et il y a les élections qui sont très proches, beaucoup Oui. très proches. Et qu'est-ce que fera le président? Est-ce que dans 60 jours, il va attaquer militairement l'Iran? Alors effectivement, ce sont beaucoup de questions. Maintenant, je vais vous poser une question qui concerne plus Israël que les Américains, parce que finalement, cette attitude du président américain, cette capacité ou cette volonté d'aller régler un accord avec un accord, même si ça peut être un accord mauvais, c'est pas favorable à l'État d'Israël. L'État d'Israël, finalement, se retrouve pris au piège d'une certaine manière. Oui, pas seulement sur le plan de nucléaire, aussi des missiles, parce qu'on ne parlait pas d'arrêter la construction de nouvelles bases de missiles, et surtout une aide chinoise, par exemple, pour produire, on dit, de 20 000 missiles, ce qui est un danger aussi grand que le nucléaire, et aussi voir que le Liban, la situation au Liban, ce que nous faisons vis-à-vis le Hezbollah, maintenant, c'est officiellement relié à l'Iran. C'est-à-dire, selon cet accord, l'Iran a un pouvoir, un effet, un impact sur ce qui se passe au Liban. Comment est-ce que le gouvernement libanais qui a voulu expulser l'ambassadeur américain n'a pas pu, iranien, n'a pas pu le faire parce que le président du Parlement, Berry, n'a pas permis cela, et le Hezbollah aussi. Donc, on est dans une situation pire qu'avant la guerre, même avant la guerre de juin 2025. Alors, est-ce qu'on peut envisager un accord entre les États-Unis et l'Iran qui n'implique pas Israël, c'est-à-dire qui permettrait aussi à Israël de continuer le combat contre les Iraniens? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est possible, même du point de vue israélien. Est-ce que les Iraniens accepteront que, par exemple, Israël ouvre le feu et les États-Unis continuent, par exemple, à utiliser la base militaire aérienne ici en Israël, l'espace aérien israélien, et envoyer de missiles de longue portée, de missiles anti-missiles en Israël? Est-ce qu'ils accepteront? Ils n'accepteront pas. Et donc, ils riposteront contre Israël. C'est une situation aussi difficile parce que le premier ministre Netanyahu est complètement lié à la stratégie américaine. On l'a vu, il ne peut pas vraiment changer. Il va tenter peut-être à convaincre le président Trump de changer de décision, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire le dirigeant Ben Salman en Arabie Saoudite a été plus important, plus influent. Par exemple, quand il a convaincu le président Trump d'arrêter cette dernière initiative de la liberté de navigation dans le Golfe Hormuz. Alors, justement, comment vous expliquez finalement? C'est vrai qu'au début de la guerre, on a salué la coopération, l'étroite coordination entre les États-Unis et l'Iran. Finalement, il n'y avait pas, c'est-à-dire rétroactivement, il n'y avait pas d'autre option que de lancer une opération comme celle-là avec le soutien des Américains. Finalement, on a mésestimé le régime iranien, on n'a pas compris que on s'acharnait contre un ennemi qui est implacable et qui est prêt à sacrifier toute sa population, tous ses besoins pour se maintenir au pouvoir. Moi, j'étais complètement d'accord avec la stratégie d'attaquer l'Iran. C'était peut-être le dernier moment où on pouvait le faire parce qu'on savait qu'il se préparait à construire une vraie bombe nucléaire. Mais disons, la préparation de cette guerre et la manque d'évaluation de la résistance, the resilience, je ne sais pas comment ça dit en français, du régime, a été erronée. Et même sur le plan, je voudrais dire, tactique ou stratégique. L'assassinat du leader Ayatollah Khamenei
a rayé, je crois, une carte importante, parce que c'était le seul qui pouvait convaincre les gardes révolutionnaires et le régime d'accepter un accord beaucoup plus ferme. De la même manière que l'ayatollah Khomeini, en 1988, il a dit je dois boire le poison pour accepter le cessez-le-feu avec l'Irak de Saddam Hussein. Mais il a disparu. Il n'y a pas vraiment un changement de régime dans le sens que hier... Il y a quand même un changement de régime. Il est plus radical parce que son fils, on ne sait pas s'il est... Oui, il y a quand même un changement de régime. Est-ce que je me trompe? Parce qu'on parlait du régime des Mollahs. Aujourd'hui, est-ce que c'est vrai de dire que c'est plus le régime des Mollahs, c'est le régime des gardiens de la Révolution? C'est un régime militaire, purement et simplement. Oui, parce que pour le moment, je crois qu'il y a il n'y a pas seulement un seul ayatollah, un seul dirigeant religieux. Il y a des dizaines d'ayatollahs et de Hojat Khlam qui sont très influents encore à Qom et à Téhéran et qui peuvent changer avec le temps, c'est-à-dire reprendre le contrôle dans une coalition avec les gardes révolutionnaires les plus radicaux. Ouais, on peut tout de même imaginer qu'avec un affaiblissement quelconque, hein, il y a quand même eu un affaiblissement des infrastructures, que les gardiens de la Révolution, enfin ceux qui en restent, eh bien, vont de facto s'asseoir au pouvoir et prendre le pouvoir et gérer l'Iran au cours des prochaines années. Oui, sans doute, il y a l'Iran d'aujourd'hui n'est pas l'Iran avant la guerre. Voilà. Mais la question c'est est-ce que le régime résiste? Et est-ce qu'il reçoit les ressources à travers les dizaines de milliards de dollars qui vont être envoyés vers l'Iran? Le régime qui va reconstruire avec l'appui même des Européens qui sont intéressés à investir en Iran, et d'autres, surtout les Chinois même, qui ont promis à l'époque 400 milliards de dollars, et même l'Inde qui est intéressée dans le pétrole iranien. Donc, ils vont en cas de rébellion, que je vois, c'est très possible, mais ils massacreront les citoyens comme avant, et personne n'osera intervenir parce qu'on a vu ce qui s'est passé pendant ces deux guerres. Alors une dernière question, Élie, vous n'êtes pas géopolitologue de manière officielle, mais vous avez certainement une appréciation. On a parlé des élections américaines du mi-terme qui approchent pour Donald Trump, mais il y a aussi les élections pour Benjamin Netanyahou qui approchent, et on le dit ce matin dans les couloirs du Likoud, une fin de guerre de cette manière, ça va handicaper le Likoud ou même la coalition actuelle pour les prochaines élections. Vous pensez que ça peut effectivement avoir un impact négatif pour le Likoud? Moi, je l'espère bien parce que c'est une coalition qui a affaibli politiquement et stratégiquement et surtout culturellement Israël. Et on voit comment l'antisémitisme à l'extérieur, qui n'est pas disons une conséquence de ce que les Juifs font, mais quand même la politique d'Israël a influencé l'isolation d'Israël, surtout en Europe et dans les pays occidentaux, et même dans des pays comme l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ça affaiblit beaucoup Israël. Mais le Likoud et surtout ses composantes plus radicales, et surtout les orthodoxes, ils ne vont pas changer. C'est-à-dire sur le plan démographique, c'est très difficile. Oui. Un changement qui pourrait être comme ce qui s'est passé en Hongrie dernièrement ou en Pologne il y a, je crois, 1 an ou 2 ans. Donc, j'espère que finalement, les citoyens comprendront que le gouvernement est responsable, et Netanyahou personnellement est responsable pour ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. C'est la plus grande catastrophe israélienne et juive, je dirais, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais ceux qui soutiennent Netanyahou, une grande partie, on voit dans les polls, c'est-à-dire dans les sondages, il y a toujours 20-25% de gens qui ne savent pas qui voter. Dans les résultats des enquêtes. Et ça, moi, je le considère une sorte de culte. C'est pas seulement disons, des gens qui sont rationaux.
ils ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre la responsabilité directe du Premier ministre et du gouvernement et du Likoud sur ce qui s'est passé pendant les dernières 3 années. On aura, Elie, on aura, Elie, l'occasion de revenir, bien entendu, sur l'impact de ce conflit, s'il doit se terminer dans les prochains jours et les prochaines semaines, sur la campagne électorale qui est en train de débuter, on le voit, puisque les élections sont prévues pour le mois d'octobre. Je vous remercie beaucoup, docteur Elie Carmon, de nous avoir aidé à mieux comprendre cette situation complexe dans la région et même de mesurer l'impact de cette situation dans la classe politique israélienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Elie, à bientôt. Bonne journée. Merci bien.